Que ne suis-je encore un enfant? Je n'avais troupeau ni houlette, je n'allais au champ seulement que pour y cueillir la violette. Je la vis et bientôt l'aimais, Dieu que mon âme en fût ravie. Le premier vœu que je formai fut de l'aimer toute ma vie. Apprenez-moi, lui dis-je un jour, un secret que mon cœur ignore. N'est-ce point ce qu'on nomme amour, ce feu qui brûle et qui dévore? Elle me répondit, mon ami, en m'embrassant sans plus attendre. Sans le savoir, tu m'as appris ce que de moi tu veux apprendre. En grandissant, j'ai perdu son cœur, elle l'a repris l'infidèle, mais son baiser et son ardeur me resteront en dépit d'elle. Que ne suis-je encore un enfant? Je n'avais troupeau ni houlette, je n'allais au champ seulement que pour y cueillir la violette. Voilà une rencontre à laquelle je ne m'attendais guère. Je veux parler de mon ami Venture, Venture de Villeneuve, venu me surprendre lorsque je pensais à rien moins. Ah, un autre homme était en lui, qu'il me parut changé. Au lieu de ses anciennes grâces, je ne lui trouvai plus qu'un air crapuleux qui m'empêcha de m'épanouir avec lui. Je l'ai revu presque avec indifférence, et nous nous sommes quittés assez froidement. Mais le voilà parti, et le souvenir de nos anciennes liaisons me rappelle si vivement celui de nos jeunes ans. Les petites anecdotes de cet heureux temps. La romanesque journée au château de Thun. Tous ces ravissants délires d'un jeune cœur que je sentis alors dans toute leur force. J'étais en ce temps-là apprenti chez un maître graveur. Je m'ennuyais de tout. Et je lisais tout, avec une égale avidité. Je lisais à l'établi, je lisais en allant porter mes messages, je lisais à la garde-robe et m'y oubliais des heures entières. La tête me tournait de lecture, je ne faisais plus que lire. Mon maître m'épiait, me surprenait, me battait, me prenait mes livres, que de volumes me furent déchirés, brûlés, jetés par les fenêtres. J'atteignis ainsi ma 15e année, inquiet, mécontent de tout, et de moi, sans goût de mon état, sans plaisir de mon âge, dévoré de désirs dont j'ignorais l'objet, pleurant sans sujet de larmes, soupirant sans savoir de quoi, enfin, caressant tendrement mes chimères. Le dimanche, mes camarades venaient me chercher. Dans les jeux, j'étais plus ardent et j'allais plus loin qu'aucun autre. Dans nos promenades hors de la ville, j'allais toujours en avant, sans songer au retour. J'y fus pris 2 fois. Le lendemain, je fus traité comme on s'imagine. Et la seconde fois, mon maître me promit un tel accueil pour la 3e que je résolus de ne m'y pas exposer. Cette 3e fois arriva pourtant. À 1 demi-lieue de la ville, j'entends sonner. Je double le pas. J'entends battre la caisse. Je cours à toutes jambes, j'arrive essoufflé, tout en nage. Je vois les gardes à leur poste. J'accours. Je crie d'une voix étouffée. Il était trop tard. À 20 pas de l'avancée, je vois lever le premier pont.
J'en frémis encore. Je me jetai sur le glacis et mordis la terre. Mes camarades, riant de leur malheur, en prirent aussitôt leur parti. J'en pris aussi le mien. Mais ce fut d'une toute autre manière. Sur le lieu même, je jurai de ne retourner jamais chez mon maître. Et le lendemain, quand mes camarades rentrèrent en ville, je leur dis « Adieu, pour jamais !» Autant, le moment me suggérant le parti de fuir m'avait paru triste, autant celui où je l'exécutais me parut charmant. Encore enfant, quitter mon pays, mes parents, mes ressources, laisser un apprentissage à moitié fait, sans savoir assez mon métier pour en vivre, me livrer aux horreurs de la misère, sans voir aucun moyen d'en sortir, dans l'âge de la faiblesse et de l'innocence, m'exposer à toutes les tentations du vice et du désespoir, c'était là ce que j'allais faire. Aller chercher au loin les maux, les erreurs, les pièges, l'esclavage et la mort. Oui, c'était là ce que j'allais faire. C'était la perspective que j'aurais dû envisager. Ah, que celle que je me peignais était différente. L'indépendance était le seul sentiment qui m'affectait. Libre et maître de moi-même, je croyais pouvoir tout faire, atteindre à tout. Je n'avais qu'à m'élancer pour m'élever et voler dans les airs. J'entrais avec sécurité dans le vaste espace du monde. Mon mérite allait le remplir. À chaque pas, j'allais trouver des festins, des trésors, des aventures, des amis prêts à me servir, des maîtresses empressées à me plaire. En me montrant, j'allais occuper de moi l'univers. En attendant ce modeste avenir, j'errais plusieurs jours. Des paysans m'accueillaient, me logeaient, me nourrissaient. Je ne voyais pas un château à droite ou à gauche sans aller chercher l'aventure qui, j'étais sûr, m'y attendait. Je n'osais entrer dans le château, car j'étais fort timide. Mais je chantais, sous la fenêtre qui avait le plus d'apparence, fort surpris, après m'être longtemps époumoné, de ne voir paraître ni dame, ni demoiselle, qu'attira la beauté de ma voix et celle de mes chansons. Vu que j'en savais d'admirables, que mes camarades m'avaient apprises, et que je chantais admirablement. Tenez, je m'en allais les poings dans mes poches crevées, mon paletot aussi devenait idéal, j'allais sous le ciel muse et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit pousset rêveur, j'égrenais dans ma course. Des rimes, mon auberge était à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou, et je les écoutais assis au bord des routes. Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur, où rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés. Laisser un pied près de mon cœur. J'étais, je vous l'ai dit, au milieu de ma 16e année. Mais j'étais bien pris dans ma taille. J'avais un joli pied, la jambe fine, l'air dégagé, la physionomie animée, la bouche mignonne, les yeux qui lançaient avec force tout le feu dont mon âme était embrasée. Mais je ne savais rien de tout cela. Ainsi, j'avais, avec la timidité de mon âge, celle d'un naturel très aimant,
toujours troublé par la crainte de déplaire. À force de voyager et de parcourir le monde, je vois un visage pétri de grâce, deux beaux yeux bleus, pleins de douceur, un teint éblouissant, le contour d'une gorge enchanteresse. Je vois Françoise Louise Éléonore de Varins. « Et mon enfant, me dit-elle d'un ton qui me fit tressaillir, vous voilà courant le pays bien jeune. C'est dommage en vérité. » Puis sans attendre, il fut question de ce que je deviendrais. Et pour en causer plus à loisir, elle me retint à dîner. Ce fut le premier repas de ma vie où j'eusse manqué d'appétit. Un manant qui dînait avec nous dévora, lui tout seul, un repas honnête pour 6 personnes. Pour moi, j'étais dans un ravissement qui ne me permettait pas de manger. Madame de Varins voulut savoir le détail de ma petite histoire. Je trouvai pour la lui conter tout le feu que j'avais perdu chez mon maître. Plus j'intéressais cette excellente âme en ma faveur, plus elle plaignait le sort auquel j'allais m'exposer. « Pauvre petit, tu dois aller où Dieu t'appelle. » Sûr qu'une religion prêchée par de tels missionnaires ne pouvait manquer de mener en paradis. Mais la difficulté restait tout entière. Comment subsister si jeune hors de mon pays? Le manant, qui dînait pour nous, forcé de faire une pause pour reposer sa mâchoire, ouvrit un avis qu'il disait « Venir du ciel ». C'était qu'il aille à Turin dans un hospice pour y être instruit dans la religion pour laquelle on lui vendra sa subsistance jusqu'à ce qu'entré dans le sein de l'Église, il y trouve par la charité de bonnes âmes une place qui lui convienne. C'est le temps. C'est ça. Madame de Varins en voulut parler à l'évêque, et celui-ci lui remit à l'instant l'argent destiné pour mon petit viatique et ma conversion. De protestant, j'allais devenir catholique. Mon manant devait partir à Turin avec son épouse. Je leur fus confié. Ma bourse leur fut remise. Mon voyage étant ainsi réglé par tous ceux qui prenaient soin de moi, il fallut bien me soumettre. Et c'est même ce que je fis sans beaucoup de répugnance. Il était temps de reprendre ma route. Oh, je la fis beaucoup plus agréablement que j'aurais dû m'y attendre. Mon manant n'était pas si bourru qu'il en avait l'air. Il manquait rarement d'argent quand il en savait dans la bourse d'un autre. Pour son épouse, c'était une assez bonne femme, plus tranquille le jour que la nuit. Comme je couchais souvent dans leur chambre, ces bruyantes insomnies m'éveillaient souvent et m'eussent éveillé bien davantage si j'en avais compris le sujet. Mais je ne m'en doutais pas même. J'étais sur ce chapitre d'une bêtise à laquelle la seule nature a laissé tout le soin de mon instruction. Je m'acheminais gaiement avec mon dévot guide et sa sémillante compagne. Ainsi, je marchais légèrement, je n'avais plus souci de moi-même. Les jeunes désirs, les brillants projets, l'espoir enchanteur remplissaient mon âme. Dans les maisons, j'imaginais des festins rustiques. Dans les prés, de folâtres jeux. Et puis,
les bains, la pêche, la promenade, des fruits délicieux, de voluptueux tête-à-tête, des cuves de lait et de crème, une oisiveté charmante, la paix, la simplicité, le plaisir d'aller sans savoir où. Ah, ce précieux moment de la vie où sa plénitude expansive étend pour ainsi dire notre être par toutes nos sensations et embellit à nos yeux la nature entière du charme de notre existence. Waouh! Je note. Voilà. À ce moment précieux de la vie où sa plénitude expansive étant, pour ainsi dire, notre être par toutes nos sensations et embellit à nos yeux la nature entière du charme de notre existence. Ouais. Mais mon petit pécule était parti. Et ce ne fut pas à pure perte pour mon manant et son épouse. Il ne m'avait rien laissé. Et j'arrive à Turin sans habit, sans argent, sans linge. Et tout de suite, j'allais à l'hospice pour y être instruit. En entrant, je vis une grosse porte à barreaux de fer qui, dès que je fus passé, fut fermée à double tour sur mes talons. Ce début commença à me donner à penser quand on me fit entrer dans une assez grande pièce. Dans cette salle étaient 4 ou 5 affreux bandits, mes camarades d'instruction, qui semblaient bien plutôt les archers du diable que des aspirants à se faire enfants de Dieu. Ils se disaient juifs et maures, et comme ils me l'avouèrent, passaient leur vie à courir l'Espagne et l'Italie, se faisant baptiser partout où le produit en valait la peine. Par une autre porte de fer entrèrent nos sœurs, les catéchumènes, qui, comme nous, s'allaient régénérer. Ah, c'étaient bien les plus grandes salopes et les plus vilaines coureuses qui eussent jamais empuanti le bercail du Seigneur. Une seule me parut jolie et assez intéressante. Elle avait des petits yeux fripons qui rencontraient quelquefois les miens, et cela m'inspira quelque désir de faire connaissance avec elle. Mais pendant près de 2 mois qu'elle demeura dans cette maison, il me fut absolument impossible de l'accoster, tant elle était obsédée par le saint missionnaire qui travaillait à sa conversion avec plus de zèle que de diligence. Jamais instruction ne fut plus longue. Vilaine! Salope! Tandis que les jours se passaient à disputer, à marmotter des prières, à faire le vaurien, un des bandits me prit en affection. Il m'accostait volontiers, causait avec moi dans son baragouin, me rendait de petits services, me faisait part quelquefois de sa portion à table, et me donnait surtout de fréquents baisers avec une ardeur qui m'était fort incommode. Quelque effroi que j'eusse naturellement de ce visage de pain d'épices orné d'une longue balafre et de ce regard allumé plutôt furieux que tendre, j'endurais ces baisers en me disant en moi-même: le pauvre homme a conçu pour moi une amitié bien vive et j'aurais tort de le rebuter. Un soir, il voulut venir coucher avec moi. Je m'y opposai, disant que mon lit était trop petit. Il me pressa d'aller dans le sien. Je le refusai encore, car ce misérable était si malpropre et puait si fort le tabac mâché qu'il me faisait mal au cœur.
Le lendemain matin, comme nous étions tous deux seuls, il recommença ses caresses, mais avec des mouvements si violents qu'il en était effrayant. Il voulut me forcer, en disposant de ma main, d'en faire autant. Je n'avais aucune idée de ce dont il s'agissait. J'exprimais ma surprise et mon dégoût avec tant d'énergie qu'il me laissa là. Mais tandis qu'il achevait de se démener, je vis partir vers la cheminée ce je ne sais quoi de gluant et de blanchâtre qui me fit lever le cœur. Je m'élançai sur le balcon prêt à me trouver mal. Je ne pouvais comprendre ce qu'avait ce malheureux. Je le crus saisi de quelque frénésie terrible. Et véritablement, je ne sache rien de plus hideux à voir que ce visage affreux enflammé de la plus brutale concupiscence. Je n'ai jamais vu d'autre homme en cet état. Mais si nous sommes ainsi, dans nos transports près des femmes, il faut qu'elles aient les yeux bien fascinés pour ne pas nous prendre en horreur. Je n'eus rien de plus pressé que d'aller raconter à tout le monde ce qui venait de m'arriver. Je bavardais si bien que le lendemain, un des administrateurs vint de bon matin, m'accusant de faire beaucoup de bruit pour peu de mal, et de compromettre l'honneur d'une maison sainte. Il me dit gravement que c'était là une œuvre défendue, certes, mais dont l'intention n'était pas offensante, et qu'il n'y avait pas de quoi s'irriter si fort pour avoir été trouvé aimable. Il me dit que lui-même, en sa jeunesse, avait eu le même honneur, et qu'ayant été surpris hors d'état de faire résistance, il n'avait rien trouvé là de si cruel. Puis, s'imaginant que la cause de ma résistance était la crainte de la douleur, il m'assura que cette crainte était vaine. J'écoutais cet infâme avec un étonnement d'autant plus grand qu'il semblait ne m'instruire que pour mon bien. Son air naturel m'en imposa tellement que j'en vins à croire que c'était là un usage admis dans le monde et dont je n'avais pas eu plus tôt l'occasion d'être instruit. Quoi qu'il en soit, sans que j'en susse davantage, cette aventure me mit pour l'avenir à couvert des entreprises des chevaliers de la Manchette. Au contraire, les femmes gagnèrent beaucoup dans mon esprit à cette comparaison. Il me semblait que je leur devais, en tendresse de sentiment, en hommage de ma personne, la réparation des offenses de mon sexe. Pour mon bandit, il ne m'accosta ni ne me parla plus. 8 jours plus tard, il fut baptisé en grande cérémonie, habillé de blanc de la tête aux pieds. Le lendemain, il sortit de l'hospice et je ne l'ai jamais revu. Mon tour vint 1 mois après. On me mit à la porte avec un peu plus de 20 francs en petite monnaie. On me recommanda de vivre en bon chrétien. On me souhaita bonne fortune. On ferma sur moi la porte et tout disparut. Je venais, pour la première fois de ma vie, d'être enfermé pendant plus de 2 mois. Redevenu maître de moi-même et de mes actions, je me voyais dans une grande ville, Turin, pleine de gens de condition, dont mes talents et mon mérite ne pouvaient manquer de me faire accueillir. Et 20 francs que j'avais en poche me semblaient un trésor qui ne pourrait s'épuiser. Jamais je ne me sentis tant de confiance et de sécurité. Je croyais déjà ma fortune faite. La première chose que je fis
fut de satisfaire ma curiosité en parcourant toute la ville pour faire un acte de ma liberté. J'allais voir monter la garde, les instruments militaires, les processions des prêtres. Et pour finir, j'allais voir le palais du roi. J'en approchais avec crainte, mais voyant d'autres gens entrer, je fis comme eux, et on me laissa faire. Peut-être à cause d'un petit paquet que j'avais sous le... Quoi qu'il en soit, je conçus une grande opinion de moi-même en me voyant dans ce palais. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Oh, c'est le roi. Peut-être pas. Ah ah ah, ah 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 ah, ah, à force d'aller et venir, je me lassais, j'avais faim, il faisait chaud, il fallut trouver un gîte. On m'enseigna la femme d'un soldat qui retirait à un sol par nuit des domestiques hors de service. Je trouvai chez elle un grabat vide et m'y établis. Elle était encore jeune, quoiqu'elle eût déjà 5 ou 6 enfants. Nous couchâmes tous dans la même chambre, la mère, les enfants, les hôtes, et cela dura de cette façon tant que je restais chez elle. Au demeurant, c'était une bonne femme, jurant comme un charretier, toujours débraillée, décoiffée, mais douce de cœur, qui me prit en amitié, et même me fut utile. Je passai plusieurs jours à me livrer uniquement au plaisir de l'indépendance et de la curiosité. J'allais errant dedans, dehors, la ville, furetant, visitant tout ce qui me paraissait curieux et nouveau, jeune homme sorti de sa niche qui n'avait jamais vu de capitale. La rue sexuelle s'anime le long des faces malvenues, les cafés pépillants de crime déracinent les avenues, des mains de sexe brûlent les poches et les ventres bouent par-dessous, toutes les pensées s'entrechoquent et les têtes moins que les trous, et les têtes moins que les trous. Dans la rue anonyme, il y a partout des Jésus qui vont quêter leur dîme. Avec des yeux battus, barbarie, si tu veux de l'amour. Barbarie, méfie-toi des discours. Barbarie, le bonheur est si court. Le bonheur, le bonheur. En peu de temps, mon hôtesse m'avait trouvé une place. Une dame de condition voulait me voir. Et tout de suite, j'entrai à son service. Ah non, pas tout à fait en qualité de favori, mais en qualité de laquais. J'y passai plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, et j'en sortis à peu près comme j'y étais entré. Puis je retournai chez mon ancienne hôtesse où je restai 5 à 6 semaines. La santé, l'oisiveté, la jeunesse rendaient mon tempérament importun. J'étais inquiet, distrait, rêveur. Je pleurais, je soupirais, je désirais. Cet état ne peut se décrire. Mon sang allumé remplissait incessamment mon cerveau de fille et de femme, et ces idées tenaient mes sens dans une activité fort incommode. Ce n'était plus le temps où les jeux de l'enfance allaient là comme par eux-mêmes. La honte était venue avec les années, et elle avait accru ma timidité naturelle. Ne pouvant contenter mes désirs, je les attisai
par les plus extravagantes manœuvres. J'allais chercher des allées sombres, des endroits cachés, où je pus m'exposer aux filles dans l'état où j'aurais voulu être près d'elles. Ce qu'elles voyaient, ce n'était pas l'objet obscène, non, je n'y songeais pas. C'était l'objet ridicule. Le sot plaisir que j'avais de l'étaler à leurs yeux ne peut se décrire. Un jour, j'allais m'établir au fond d'une cour, dans laquelle était un puits, où les filles de la maison venaient souvent chercher de l'eau. Il y avait une petite descente qui menait à des caves par plusieurs communications. Je sondai dans l'obscurité ces allées souterraines, et les trouvant profondes et obscures, je jugeais que si j'étais vu et surpris, je trouverais là un refuge assuré. Dans cette confiance, j'offrais aux filles qui venaient au puits un spectacle plus risible que séducteur. Les plus sages feignirent de ne rien voir. D'autres se mirent à rire. D'autres se crurent insultés et firent du bruit. Je me sauvai dans ma retraite. J'y fus suivi. J'entendis une voix d'homme sur laquelle je n'avais pas compté et qui m'alarma. Je m'enfonçai dans les allées souterraines. Les bruits, les voix, la voix d'homme me suivait toujours. J'avais compté sur l'obscurité, je vis de la lumière. Je m'enfonçai davantage. Un mur m'arrêta, et ne pouvant aller plus loin, il me fallut attendre là ma destinée. En un moment, je fus atteint et saisi par un grand homme, portant une grande moustache, un grand chapeau, un grand sabre, escorté de 4 ou 5 vieilles femmes, armées chacune d'un manche à balai. L'homme au sabre, me prenant par le bras, me demanda rudement ce que je faisais là. On conçoit que ma réponse n'était pas prête. Je me remis cependant. Je lui dis, en le suppliant, d'avoir pitié de mon âge et de mon état, que j'étais un jeune étranger de grande naissance, dont le cerveau s'était dérangé, que je m'étais échappé de la maison paternelle, parce qu'on voulait m'enfermer, que j'étais perdu s'il me faisait connaître, mais que s'il voulait bien me laisser aller, je pourrais quelque jour reconnaître cette grâce. Contre toute attente, mon air et mon discours firent effet. L'homme terrible en fut touché. Et après une réprimande assez courte, il me laissa aller, sans me questionner davantage. À l'air dont les vieilles me virent partir, je jugeai qu'avec elles je n'en aurais pas été quitte à si bon marché. Mais je ne m'en souciais guère. Car pourvu que l'homme et le sabre ne s'en mêlassent point, j'étais bien sûr, leste et vigoureux comme j'étais, de me délivrer bientôt d'elles et de leurs tricots. Quelques jours plus tard, en passant dans une rue avec un camarade, j'allais donner du nez contre l'homme au sabre. Il me reconnut et me contrefaisant d'un ton railleur, « Ah, je suis Prince, je suis Prince !»« Et moi je suis un coyon, et que son Altesse n'y revienne pas. » Il n'ajouta rien de plus. Je m'esquivai en baissant la tête, le remerciant dans mon cœur de sa discrétion. Je songeais à quitter Turin pour retourner à Annecy. Dès lors, je n'eus d'autre plaisir, d'autre bonheur que de faire ce voyage au bout duquel j'entrevoyais Françoise, Louise et Léonore de Varins. Je songeais à quitter Turin pour retourner à Annecy. Je fis donc ce voyage. Que le cœur me battait en approchant de sa maison. Mes jambes tremblaient, mes yeux se couvraient d'un voile. À peine parus-je à ceux de madame de Varins, que son air me rassura. Je vis peu de surprise sur son visage, et je n'y vis aucun chagrin. « Oh, mon pauvre enfant, me dit-elle, te revoilà donc. Je savais bien que tu étais trop jeune pour ce voyage. » Elle me fit conter mon histoire,
que je lui fis très fidèlement, en supprimant cependant quelques articles. Il fut question de mon gîte. Elle consulta là-dessus sa femme de chambre, mademoiselle Merceret. Quand j'entendis que je coucherais dans la maison, j'eus peine à me contenir. Et je vis porter mon petit paquet vers la chambre qui m'était destinée. J'eus par surcroît le plaisir d'apprendre que cette faveur ne serait point passagère. Elle disait « Puisque la Providence me le renvoie. » La Providence. Hé, monsieur de Voltaire, hein? La Providence. Ah, la Providence. Bientôt, madame de Warens s'imagina de me faire instruire au séminaire. Mais on me rendit à elle comme un sujet qui n'était pas même bon pour être prêtre. Au reste assez bon garçon, mais point vicieux. Ce qui fit qu'elle ne m'abandonna pas. Alors, mon goût marqué pour le chant lui fit naître la pensée de me faire musicien. L'occasion était commode. On faisait au moins chez elle une fois la semaine de la musique, et le maître qui dirigeait ce petit concert venait très souvent la voir. Très souvent. Très souvent. C'était un Parisien nommé Monsieur le Maître. Je m'attachai à lui, je ne lui déplaisais point. On parla de pension, on en convint, bref, j'entrai chez lui. Et j'y passai l'hiver. Pendant près de 6 mois, je ne sortis pas une seule fois et n'en fus pas même tenté. Cet intervalle est un de ceux où j'ai vécu dans le plus grand calme. Non seulement je me rappelle le temps, les lieux, les personnes, mais tous les objets environnants, la température de l'air, son odeur, sa couleur, une certaine impression locale qui ne s'est fait sentir que là, et dont le souvenir vif m'y transporte de nouveau. Par exemple, tout ce qu'on y faisait, tout ce qu'on y répétait, tout ce qu'on y chantait, la figure des musiciens, un vieux charpentier boiteux qui jouait de la contrebasse, un petit abbé blondin qui jouait du violon, l'orgueil avec lequel j'allais, tenant ma petite flûte à bec, m'établir à la tribune pour un petit bout de récit. Mademoiselle Merceret, la femme de chambre de madame de Warens, savait un peu de musique. Je n'oublierai jamais un certain air que monsieur le maître me fit chanter avec elle et qu'elle écoutait avec tant de plaisir. J'irai bien refaire un tour du côté de chez Swann, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et se laissait embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers, et pourtant je paierais cher pour vivre un seul instant le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleurs. La 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 la. Vivre bonheur, vivre bonheur, vivre bonheur, vivre bonheur, 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 bonheur. Enfin, tout, jusqu'à la bonne servante Perrine qui était si bonne fille. Tout dans ces temps de bonheur et d'innocence revient souvent me ravir.
Un soir du mois de février, qu'il faisait bien froid, comme nous étions tous autour du feu, nous entendîmes frapper à la porte de la rue. Perrine prend sa lanterne, descend, ouvre. Un jeune homme entre, monte avec elle, se présente d'un air aisé, se donnant pour musicien français. À ce mot de musicien français, le cœur tressaillit au bon monsieur le maître. Il accueillit le jeune passager, lui offrit le gîte dont il paraissait avoir grand besoin, et qu'il accepta sans beaucoup de façon. Je l'examinais tandis qu'il se chauffait et qu'il jasait. Il était court de stature et large de carrure, avec je ne sais quoi de contrefait dans la taille, sans aucune difformité particulière. C'était, pour ainsi dire, un bossu à épaules plates. Et je crois qu'il boitait un peu. Il portait un habit noir qui tombait par pièces, une chemise très fine et très sale, de belles manchettes, des guêtres dans chacune desquelles il aurait pu mettre ses 2 jambes. Et pour se garantir de la neige, un petit chapeau à porter sous le bras. Dans ce comique équipage, il y avait pourtant quelque chose de noble. Sa physionomie avait de la finesse et de l'agrément. Il parlait facilement et bien, mais fort peu modestement. Tout marquait en lui un jeune débauché qui avait eu de l'éducation et qui n'allait gueusant non pas comme un gueux, mais comme un fou. Il nous dit qu'il s'appelait Venture de Villeneuve, qu'il venait de Paris et qu'il s'était égaré dans sa route. Au souper, on parla de musique, et il en parla bien. Il connaissait tous les grands virtuoses, tous les ouvrages célèbres, tous les acteurs, toutes les actrices, toutes les jolies femmes, tous les grands seigneurs. Sur tout ce qu'on disait, il paraissait au fait. Mais à peine un sujet était-il entamé qu'il brouillait l'entretien par quelques polissonneries qui faisaient rire et oublier ce qu'on avait dit. Oh. En quelques semaines, je le retrouvais brillant et fêté dans tout Annecy. Les femmes se l'arrachaient. Ce succès acheva de me tourner la tête. Je ne vis plus rien que Monsieur Venture. Il me fit presque oublier Madame de Warens, qui d'ailleurs s'était absentée. Pour profiter de ses leçons plus à mon aise, je lui proposai de partager avec moi son gîte. Il y consentit. Les matinées se passaient, sans qu'on y songeât, à faire de la musique. À 2 ou 3 heures, nous mangions un morceau, puis Venture s'en allait dans ses sociétés où il soupait. Et moi, j'allais me promener, seul, méditant sur son grand mérite, admirant et convoitant ses rares talents, et maudissant ma maussade étoile qui ne m'appelait point à cette heureuse vie. Oh, la mienne eût été 100 fois plus charmante si j'avais été moins bête. L'aurore, un matin, me parut si belle que, m'étant habillé précipitamment, je me hâtai de gagner la campagne pour voir lever le soleil. Je goûtais ce plaisir dans tout son charme. C'était la semaine après la Saint-Jean. La terre, dans sa plus grande parure, était couverte d'herbes, de fleurs. Les rossignols, presque à la fin de leur ramage, semblaient se plaire à le renforcer. Tous les oiseaux, faisant en concert leurs adieux au printemps, chantaient la naissance d'un beau jour d'été. Je m'étais insensiblement éloigné de la ville. Je me promenais dans un vallon, sous des ombrages, le long d'un ruisseau. J'entends derrière moi des pas de chevaux et des voix de filles qui semblaient embarrassées.
Je me retourne. On m'appelle par mon nom. J'approche. Je trouve là 2 jeunes personnes de ma connaissance. Mademoiselle de Graffenried et Mademoiselle Gallet, qui ne savaient comment forcer les chevaux à passer le ruisseau. Mademoiselle de Graffenried était une jeune fille fort aimable. Mademoiselle Gallet, d'1 an plus jeune qu'elle, était encore plus jolie. Elle était en même temps très mignonne et très formée. Ce qui pour une fille est le meilleur moment. Elles me dirent qu'elles allaient à Thun, au château de Thun, un vieux château appartenant à Madame Gallet. Elles implorèrent mon secours pour faire passer les chevaux, n'en pouvant venir à bout elles seules. Alors, je voulus fouetter les chevaux, mais elles craignaient pour moi les ruades et pour elles les hauts-le-corps. Alors je pris par la bride le cheval de Mademoiselle Gallet, puis, le tirant après moi, je traversai le ruisseau, et l'autre cheval suivit sans difficulté. Cela fait, je voulus saluer ces demoiselles, et m'en aller comme un benêt. Elles se dirent quelques mots tout bas. Puis Mademoiselle de Graffenried s'adressant à moi, « Non pas, vous êtes mouillés pour notre service. Nous devons en conscience avoir soin de vous sécher. Il vous faut, s'il vous plaît, venir avec nous. Nous vous arrêtons, prisonniers. » Le cœur me battait, je regardais Mademoiselle Gallet. « Oui, prisonniers de guerre, allez, montez en croupe derrière elle, nous voulons rendre compte de vous. » Mais mademoiselle, je n'ai pas l'honneur d'être connue de madame votre mère. Que dira-t-elle en me voyant arriver? Sa mère n'est pas là. Nous sommes seuls. Nous revenons ce soir et vous reviendrez avec nous. L'effet de l'électricité n'est pas plus prompt que celui que ces mots firent sur moi. En m'élançant sur le cheval de mademoiselle de Graffenried, je tremblais de joie. Et quand il fallut la serrer pour me tenir, le cœur me battait si fort qu'elle s'en aperçut. Elle me dit que le sien lui battait aussi par la frayeur de tomber. C'était presque dans ma posture une invitation à vérifier la chose. Mais je n'osais jamais. Et durant tout le voyage, mes bras lui servirent de ceinture très serrée à la vérité, mais sans se déplacer un moment. Arrivé à Thun, et moi bien séché, il fallut procéder à l'importante affaire de préparer le dîner. Il y avait de quoi en faire un très bon, surtout en friandises. Nous dînâmes, les 2 amies assises sur un banc, et leur hôte entre elles sur une escabelle. Après, nous allâmes dans le verger, achever notre dessert avec des cerises. Je montai dans l'arbre et leur en jetai des bouquets dont elles me rendaient les noyaux à travers les branches. Une fois, mademoiselle Gallet, avançant son tablier et reculant la tête, se présentait si bien et je visais si juste que je lui fis tomber un bouquet dans le sein. Je me disais en moi-même que mes lèvres ne sont-elles des cerises comme je les jetterais ainsi de bon cœur. Une autre fois, toujours avec mademoiselle Gallet, nous étions tous 2 seuls. Je respirais avec embarras. Elle avait les yeux baissés. Ma bouche, au lieu de trouver des paroles, s'avisa de se coller sur sa main, qu'elle retira doucement, en me regardant d'un air qui ne me parut point irrité. Son amie, mademoiselle de Graffenried, entra et me parut laide à ce moment.
La journée se passa de la sorte à folâtrer avec la plus grande liberté. Nous prenions le ton que nous donnaient nos cœurs. Enfin, elles se souvinrent qu'il ne fallait pas attendre la nuit pour entrer en ville. En marchant, nous disions que la journée avait tort de finir. Mais loin de nous plaindre qu'elle eût été courte, nous trouvâmes que nous avions eu le secret de la faire longue. Je l'ai quittée à peu près au même endroit où elle m'avait pris. Avec quel plaisir nous projetâmes de nous revoir. 12 heures passées ensemble nous valaient des siècles de familiarité. Je ne sais pas trop ce que je voulais à ces deux charmantes personnes, mais quoi qu'il en soit, il me semblait en les quittant que je ne pourrais plus vivre sans l'une et sans l'autre. Qui m'eût dit que je ne les reverrais de ma vie, et que là finiraient nos éphémères amours? Venture, qui s'était couché fort tard la veille, rentra peu de temps après moi. Pour cette fois, je ne le vis pas avec le même plaisir qu'à l'ordinaire. Cependant, il me rappela à lui et à moi en me parlant de ma situation. Elle était trop critique pour pouvoir durer. Et oui, quoique je dépensasse peu de choses, mon petit pécule achevait de s'épuiser. J'étais sans ressources. Point de nouvelles de madame de Varens. Je ne savais que devenir. Et je sentais un cruel serrement au cœur de voir l'ami de mademoiselle Gallet réduit à l'aumône. Madame de Varens avait laissé sa femme de chambre, dont j'ai déjà parlé, mademoiselle Merceret. Je la trouvais occupant encore l'appartement de sa maîtresse. C'était une fille un peu plus âgée que moi. Non pas jolie, mais agréable. Elle avait plusieurs amis, dont une mademoiselle Giraud qui s'avisa de prendre goût pour moi. Quand cette mademoiselle Giraud approchait de mon visage, son museau sec et noir, barbouillé de tabac d'Espagne, j'avais peine à m'abstenir d'y cracher. Mais je prenais patience, parce que j'aimais assez mademoiselle Merceret, et qu'il y avait là plusieurs autres jeunes personnes que je voyais volontiers. Je me plaisais fort au milieu de toutes ces filles, et toutes me fêtaient à l'envi. Il y avait quelque temps déjà que mademoiselle Merceret, n'ayant aucune nouvelle de sa maîtresse, madame de Varens, songeait à s'en retourner chez elle, enfin chez son père, à Fribourg. Elle s'y détermina tout à fait. Elle fit entendre qu'il serait bon que quelqu'un la conduisît. Mademoiselle Giraud me proposa. Sans doute voulait-elle m'éloigner de mademoiselle Gallet, car elle avait eu connaissance de notre après-midi, aux cerises. Mais comme sur le moment je ne trouvais rien qui me déplût dans cette manière de disposer de moi, j'y consentis. Il fallut avouer l'état de mes finances. On y pourvut. Mademoiselle Merceret se chargea de me défrayer. Et pour gagner d'un côté ce qu'elle dépensait de l'autre, il fut décidé que nous irions à pied, à grande journée. Ainsi fut fait. Je suis fâché de faire tant de filles amoureuses de moi. Mademoiselle Merceret imitait mon ton, mes accents, redisait mes mots, avait pour moi des attentions que j'aurais dû avoir pour elle, et prenait toujours grand soin, comme elle était fort peureuse, que nous couchassions dans la même chambre.
Identité qui se borne rarement là dans un voyage entre une fille et un garçon de nos âges. Elle s'y borna pourtant cette fois. Et si en me défrayant, mademoiselle Merceret comptait sur quelque équivalent, elle en fut la dupe. Il ne me vint pas durant tout le voyage la moindre tentation galante. Et quand elle me serait venue, j'étais trop sot pour savoir en profiter. Je n'imaginais pas comment une fille et un garçon parvenaient à coucher ensemble. Je croyais qu'il fallait des siècles pour préparer ce terrible arrangement. Nous arrivâmes à Fribourg exactement comme nous étions partis d'Annecy. Je fis seul et par de longues promenades le voyage de retour. En approchant de Lausanne, je rêvais à ma détresse et je me comparais dans ce pèlerinage à mon ami Venture arrivant à Annecy. Sans songer que je n'avais ni sa gentillesse ni ses talents, je me mis en tête de faire à Lausanne le petit Venture, d'enseigner la musique que je ne connaissais pas et de me dire de Paris où je n'avais jamais été. On m'enseigna un nommé Perrotet, qui tenait des pensionnaires. Ce Perrotet se trouva être le meilleur homme du monde et me reçut fort bien. Je lui contai mes petits mensonges comme je les avais arrangés. Il me promit de parler de moi et de tâcher de me procurer des écoliers. Il me dit qu'il ne me demanderait de l'argent que quand j'en aurais gagné. J'ai déjà noté des moments de délires inconcevables où je n'étais plus moi-même. En voici encore un. Un dernier. Pour comprendre à quel point la tête me tournait alors, à quel point j'étais pour ainsi dire venturisé, me voilà maître à chanter sans savoir déchiffrer un air. Je crus devoir changer de nom. Je m'approchai de mon grand modèle autant qu'il était possible. Il s'était appelé Venture de Villeneuve, je m'appelais Vossard de Villeneuve. Je me donnais pour compositeur. Ce n'est pas tout. Ayant été présenté à un professeur en droit qui aimait la musique et faisait chez lui des concerts, je voulus lui donner, pour gagner quelque argent, un échantillon de mes talents. Je me mis en tête de composer une pièce pour son concert aussi effrontément que si j'avais su comment m'y prendre. J'eus la constance de travailler pendant 15 jours à ce bel ouvrage, de le mettre net, d'en tirer les parties, de le distribuer avec autant d'assurance que si c'eût été un chef-d'œuvre d'harmonie. Ce n'est pas tout. Pour couronner cette sublime production, je mis à la fin une jolie mélodie qui courait les rues et que tout le monde connaissait. Pour une amourette qui passait par là, j'ai perdu la tête et puis me voilà. Pour une amourette qui se posait là, pour une amourette qui me tendait les bras, et je la donnais pour être de moi aussi résolument que si j'avais parlé à des habitants de la Lune, et je la donnais pour être de moi aussi résolument que si j'avais parlé à des habitants de la Lune. 15 jours passent. On s'assemble pour exécuter ma pièce. J'explique à chacun le genre du mouvement, le goût de l'exécution, le renvoi des parties. J'étais fort affairé. On s'accorde pendant 5 à 6 minutes. Enfin, tout étant prêt, je frappe avec un beau rouleau de papier sur mon pupitre magistral. On fait silence. Je me mets gravement à battre la mesure. On commence. Non. Depuis qu'il existe des opéras français, jamais de la vie on ouït un pareil charivari.
quoi qu'on eût pu penser de mon prétendu talent, l'effet fut pire que tout ce qu'on semblait attendre. Les musiciens étouffaient de rire. Les auditeurs ouvraient de grands yeux et auraient bien voulu fermer les oreilles. Mais il n'y avait pas moyen. Mes bourreaux de symphonistes qui voulaient s'égayer raclaient à percer les tympans. J'ai eu la constance de mener toujours mon train, n'osant m'enfuir et tout planter là. J'entendais autour de moi les assistants se dire « Il n'y a rien là de supportable! Quelle musique enragée! Quel diable de sabbat !» Mais ce qui mit tout le monde de bonne humeur, ce fut la mélodie. Pour une amourette qui passait par là, j'ai perdu la tête. À peine en eut-on joué quelques mesures, et puis me voilà pour une amourette que j'entendis partir de toutes parts des éclats de rire. Pour une amourette qui se posait là, chacun me félicitait sur mon goût de chant. Pour une amourette qui me tendait les bras, on m'assurait que cette mélodie ferait parler de moi. Pour une amourette, et que je méritais d'être chanté partout. On m'assurait que cette mélodie ferait parler de moi et que je méritais d'être chanté partout. Je n'ai pas besoin de dépeindre mon angoisse, ni d'avouer que je la méritais bien. Pauvre Jean-Jacques, dans ce cruel moment, tu n'espérais guère qu'un jour, devant le roi de France et toute sa cour, tes sons exciteraient des murmures de surprise et des applaudissements, et que dans toutes les loges autour de toi, les plus aimables femmes se diraient à mi-voix « Quels sons charmants! Quelle musique enchanteresse! Tous ces chants-là vont au cœur. » Déjà de mon 7e lustre, je vois le terme s'avancer. Déjà la jeunesse et son lustre, chez moi commencent à s'effacer. La triste et sévère sagesse fera bientôt fuir les amours, alors la pesante vieillesse va succéder à mes beaux jours. Alors les ennuis de la vie, chassant l'aimable volupté, on verra ma philosophie naître de la nécessité. On me verra par jalousie prêcher mes caduques vertus, et souvent blâmer par envie les plaisirs que je n'aurai plus. Mais malgré les glaces de l'âge, raison malgré ton vain effort, le sage a souvent fait naufrage quand il croyait toucher au port. Ô sagesse, aimable chimère, douce illusion de nos cœurs, c'est sous ton divin caractère que nous encensons nos erreurs. On me verra par jalousie prêcher mes caduques vertus, et souvent blâmer par envie les plaisirs que je n'aurai plus. On me verra par jalousie prêcher mes caduques vertus, et souvent blâmer par envie les plaisirs que je n'aurai plus.